Bonsoir à toutes et à tous. Denis, ce que je vous propose, c'est qu'on attende peut-être 2 minutes, le temps que tout le monde arrive et se connecte. Pas de problème, Chloé, on attend. Super, merci beaucoup. Allons-y, je vais commencer par l'introduction. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette, je crois, 13e conférence qu'on organise depuis le début du mois d'avril. Aujourd'hui sur un sujet central, la santé et la solidarité, et d'autant plus central que c'est aujourd'hui le premier mois du Ségur de la santé. Qui s'est ouvert le 25 mai dernier, et le ministre de la Santé et des Solidarités a annoncé aujourd'hui le montant de l'enveloppe consacrée aux revalorisations salariales du personnel soignant, donc qui s'élève à 6 milliards d'euros. Dans tous les cas, la majorité s'est engagée à des changements radicaux et attendus par ailleurs de l'ensemble du personnel hospitalier, et notre système de santé doit se réinventer. Une organisation territoriale qui s'est imposée dans l'urgence doit désormais se concrétiser en dispositif pérenne, lien avec les autorités sanitaires, rôle de la médecine de ville, réinvention des solidarités et accompagnement des plus vulnérables. Les communes sont en première ligne et elles sont en mesure d'agir, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous recevons Denis Thuriot, maire de Nevers, qui a mis en place, on le verra tout au long de la conférence, beaucoup de mesures pendant le confinement et pendant cette période de crise sanitaire, et qui aujourd'hui va réinventer et réinvente, et ça est en train en tout cas de mener des réflexions sur le nouveau modèle d'action sociale et de santé qu'il souhaite avoir dans sa commune. Denis, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Je suis ravie, et toute l'équipe de Tous Politique est ravie de vous recevoir pour cette conférence. Ben merci Chloé, plaisir partagé. Et donc on va pouvoir échanger sur des sujets qui sont très attendus, qui l'étaient déjà avant, mais qui le sont d'autant plus avec la période que nous avons vécue. Exactement. Rapidement, je vais vous présenter, puisque tout le monde, je suppose, ne vous connaît pas. Donc vous êtes titulaire d'une maîtrise de droit des affaires et d'un DEA en droit privé. Vous devenez avocat et bâtonnier en 2008 et 2009. Vous avez été élu maire de Nevers en 2014 et président de Nevers Agglomération. Vous avez rejoint alors Emmanuel Macron en 2016 pour la campagne des élections présidentielles en 2017. Et puis, vous avez été réélu maire de Nevers le 15 mars dernier. Donc, félicitations. Et puis, merci encore d'être avec nous. Sur cette première partie, on va revenir sur les actions que vous avez pu mener au niveau communal et intercommunal durant la période de confinement, et ces éléments nous permettront de faire le lien avec les actions que vous allez systématiser maintenant que cette période de confinement est levée et qu'on s'engage dans une période de reconstruction et de réinvention un petit peu de notre action de santé. Donc on l'a vu en France partout, des actions de solidarité, des actions de communication, et finalement pour lutter contre la propagation du virus et assurer en même temps une continuité des services publics se sont mises en place.
et vous y avez bien évidemment contribué en tant que maire de Nevers. Est-ce que vous pouvez revenir sur les actions que vous avez mis en place, les actions de solidarité que vous avez initiées durant le confinement? Oui, bien sûr. Et je pense qu'elles vont révéler finalement le rôle de base d'un maire qui est souvent d'être inventif, qui est parfois de faire avec les moyens du bord et qui est de trouver de nouvelles solutions par des temps contraints, notamment de finances publiques. Ça n'est pas forcément lié à la Covid, mais par exemple aussi à des réductions de dotation du gouvernement précédent. Donc voilà, il nous faut être des représentants de la population qui doivent savoir la protéger et doivent savoir aussi l'encourager quand il le faut, la restreindre quand il le faut et surtout lui expliquer pourquoi. Donc, si on part de ce principe-là, moi, je considère d'abord que la santé est devenue la première attente de nos concitoyens. Enfin, c'est pas une considération de ma part, c'est un constat. Et qu'aujourd'hui, dans un territoire où il y a moins de 7% de chômage, mais encore un peu quand même, l'endroit vraiment de concentration de l'intérêt, c'est même plus l'emploi, même s'il faut bien que nos concitoyens travaillent, c'est la santé, que ce soit les jeunes familles ou que ce soit les personnes plus âgées. Donc, j'avais, moi, mis en place un adjoint à la santé en 2014, qui m'a bien aidé parce que c'est un médecin. Et puis surtout l'importance, et j'ai peut-être été aidé parce que je suis maire d'une ville préfecture, je suis aussi président du centre hospitalier de l'agglomération, je suis président du groupement hospitalier de territoire qui correspond à peu près à l'ensemble des hôpitaux de la Nièvre. Donc ça m'a permis d'avoir beaucoup de données sanitaires très tôt et d'essayer d'être dans l'anticipation et dans la réaction. Et la première des choses qui est peut-être une forme de solidarité vis-à-vis de nos concitoyens, c'est l'information. Le président de la République m'a demandé, dans le cadre des maires qu'il consulte, et je fais partie du groupe de 20 maires, de contribuer au Ségur de la santé, Chloé, que vous avez évoqué tout à l'heure, et je suis en train de cumuler un certain nombre de choses pour essayer d'être le plus synthétique possible, et je m'interroge sur le rôle et l'importance des ARS, dans la mesure où nous avons une ARS très taisante, très peu présente, en tout cas au début, et qu'il nous a fallu faire seul avec la préfète en l'occurrence, et donc nous avons dû finalement assurer nous-mêmes la recherche de moyens sanitaires, comme sûrement dans beaucoup d'endroits, mais vraiment sans communication, à tel point que dans certains territoires, l'ARS donnait les chiffres des décès, des situations sanitaires inquiétantes, du remplissage des urgences, des réanimations, etc. Ça n'a pas été le cas. Et donc, j'ai pris cette responsabilité-là parce que sinon, sur le personnel santé, il y avait des risques disciplinaires ou par rapport au secret médical, mais je n'ai jamais, évidemment, été outre le secret médical. Mais j'ai pris la responsabilité de donner chaque jour les chiffres. On ne peut pas demander à nos concitoyens un effort. Personne n'aurait pensé être capable de confiner à peu près 65 millions de Français qui l'ont respecté en leur disant restez chez vous et en même temps on leur dit pas ce qui se passe. C'est pas concevable. C'est la transparence qui doit pas être à l'excès mais qui est nécessaire et donc ça peut paraître anodin mais chaque jour je donnais malheureusement les décès. Je donnais et encore on n'a pas été très impacté, 50aine de décès dans la Nièvre, en tout cas dans le secteur hospitalier, évidemment on ne les connaît pas tous, et j'indiquais la tendance. Et ça a été très apprécié parce que les gens étaient dans l'inquiétude et personne ne savait ce que c'était exactement. Donc ça a été la première mesure que j'ai prise. Ensuite, il a fallu, avec les moyens du bord, puisque très en amont de ce gouvernement, on a décidé de déstocker. Il a fallu reconstituer des stocks de masques et il a fallu trouver des moyens médicaux pour aider nos professionnels de santé. Donc, beaucoup de choses ont été mises en place. J'ai la chance d'avoir une vie jumelée en Chine qui a été déjà dans l'inquiétude, elle nous a demandé si on pouvait l'aider, on n'a pas pu, et du coup elle m'a envoyé gracieusement 10 000 masques, c'est une forme de solidarité internationale, donc l'importance des jumelages aussi, et ces 10 000 masques, j'ai pu aider soit des médecins libéraux, soit des infirmières libéraux, soit renforcer les stocks de l'hôpital qui n'étaient pas toujours suffisants à un moment où il nous en manquait parce qu'il n'y avait pas assez de livraison de l'agence régionale de santé. Donc ça a été dans un premier temps, tant que les gens étaient confinés, il n'y avait pas de masques pour eux, mais pour nos personnels soignants, pour nos EHPAD, à l'heure où je vous parle, je n'ai eu aucun agent de la ville, ni aucun occupant de mes EHPAD infecté par le Covid. Ça prouve qu'on a quand même fait ce qu'il fallait, même si on n'a pas, je le redis, été dans le territoire le plus touché et faussement en rouge, dans la mesure où on était à la frontière du verbe. Mais bon, tant mieux pour nos personnels soignants qui auront une aide supplémentaire. C'est peut-être une autre forme de solidarité. Mais en tout cas, très vite, l'élection, vous l'avez rappelé, j'ai eu la chance d'être élu au premier tour, que je suis peut-être allé un peu chercher, mais dès le lendemain, on était là-dessus. Et j'ai été très surpris moi-même aussi de la façon dont on a pu basculer très vite en télétravail et en maintenant tous nos services publics de la ville et de l'agglomération, je dis bien tous, y compris la collecte des déchets. Je sais que ça n'a pas été le cas dans toutes les intercommunalités. Donc ça a été aider les centres hospitaliers, ça a été aussi aider les entreprises pour les rassurer, les tenir au courant, relais
de ce qui se mettait en place sur les aides gouvernementales, parce que évidemment on peut tous faire le bilan aujourd'hui de ce qu'il aurait fallu faire ou pas faire, mais à chaque jour on était pas à pas, et donc il fallait être dans l'anticipation des besoins et rassurer aussi pour qu'il n'y ait pas de décision à la hâte de fermer définitivement un commerce ou autre. Et puis ça a été après, à la période du déconfinement, comme ça j'aurais parlé des masques, moi j'avais pris le parti de doter ceux qui en avaient besoin de masques, parce que j'ai des collègues qui ont commandé des tas de masques, qui se retrouvent avec des tas de masques sur le dos. Peut-être que ça servira plus tard, faut pas le souhaiter. Et bien sûr qu'il faut constituer des stocks. Et je le dis aussi à ceux qui nous écoutent, et peut-être élus ou futurs élus, on a une responsabilité, quoi qu'on vous dise, au niveau de la santé, et quand ça va pas, ça sera toujours le maire et de la faute du maire en partie. Donc aujourd'hui, fort de cette expérience qu'on a connue, faites des stocks de masques. Moi, j'en ai refait raisonnablement, mais je souhaite être en autonomie, c'est-à-dire que si ça revient ou si autre chose revient, je pourrai en tout cas faire face à un début de crise tout seul. Et je pense que c'est une leçon à tirer. Donc, en achetant à des prix raisonnables et en trouvant des filières où j'ai payé aussi à la livraison et non pas j'ai payé quelque chose que j'ai jamais reçu parce que ça a été un peu compliqué, il faut bien le dire, toute cette concurrence. Et j'ai mis en place une solidarité de fabrication de masques avec ma première adjointe à l'époque dans les quartiers, dans le cadre de la politique de la ville, dans les quartiers prioritaires. On a fait un petit concours ludique qui ferait plus de masques pour les remettre déjà aux personnes exposées, c'est-à-dire à nos seniors. Donc des masques tissus, norme AFNOR. Et puis j'ai mis en place l'atelier tapisserie, parce que j'ai un atelier tapisserie, des rideaux des écoles, etc. Et bien cet atelier tapisserie, on a racheté des machines, on a renforcé par des bénévoles, par des agents de l'agglo qui étaient chez eux, qui ne pouvaient pas être en télétravail faute de matière. Et donc on a fabriqué plusieurs milliers de masques. Et au jour du déconfinement, j'ai pu équiper les mairies de proximité, la mairie centrale, et des agents ont distribué gratuitement autant de masques qu'il fallait. On avait un objectif de 2 masques par habitant qui en avait besoin, mais comme les 4/5 des Français en avaient déjà, dire que j'allais couvrir les 72 000 habitants de l'agglo n'aurait pas eu de sens. Et à part faire la collection de masques, on sait aussi qu'il y a une durée d'utilisation. Et puis on a mis en place, et j'avais été alerté par Gabriel Attal à ce sujet, dans le cadre de jeveuxaider.gouv.fr, donc la réserve civique. Donc on a fait appel à des bénévoles, parfois d'autres départements d'ailleurs, qui sont manifestés pour renforcer quelque chose que j'avais déjà lancé, qui s'appelle Nos jeunes veillent sur leurs aînés, qui a été un projet qui a été repris par La République En Marche dans le cadre des programmes municipaux proposés. Il s'agit d'inciter des jeunes à consacrer du temps sur leurs vacances scolaires pour aider leurs aînés d'une façon générale, en période de chaleur comme aujourd'hui par exemple, s'assurer que les gens ne sont pas victimes de la canicule, ont besoin d'eau, ont besoin des moyens de base les plus vitaux, et puis s'occuper de leurs courses aussi, voilà. Et en contrepartie, avec un montage public-privé, une auto-école ou plusieurs, des magasins qui financent les bouteilles d'eau, etc., on leur paye leur permis de conduire, en tout cas une bonne partie. Donc c'est du donnant-donnant, c'est de la solidarité qu'on avait déjà initiée bien avant la crise, et donc ce dispositif, je l'ai augmenté, je l'ai fait rentrer dans le dispositif jeuxaider.gouv.fr, et tous les jours on appelait, ces jeunes appelaient plus de 1400 personnes au quotidien, et voire les ravitailler quand il le fallait, parce que l'aide alimentaire a été importante. Évidemment, j'ai fait travailler le centre communal d'action sociale, c'est une structure importante, c'est le bras armé d'une municipalité, donc pour la solidarité, y compris alimentaire parfois, et il y avait des gens qui avaient des symptômes, qui n'osaient plus sortir, et personne n'osait aller les voir. On a évidemment sécurisant nos personnels, puisque je vous l'ai dit, à ma connaissance, personne ne l'a attrapé, ou en tout cas n'a su qu'il l'avait, on a pu les aider sur l'aide alimentaire. Nous avons mis aussi un système de livraison de courses. J'ai créé à Nevers le Sommet international d'innovation en ville médiane, parce que je suis très tourné innovation, qui nous ont beaucoup aidés. Et donc ce système a permis, y compris à des magasins qui n'avaient pas le droit d'ouvrir, de faire une visite virtuelle et de livrer, donc de faire un peu de chiffre d'affaires quand même, des gens qui voulaient leurs produits grâce à une plateforme. Donc ça a été assez intéressant, et donc on a démultiplié les livraisons de courses à domicile dans les domaines alimentaires, mais aussi dans d'autres commerces qui n'avaient pas le droit d'ouvrir. Et puis on a accentué le portage du repas à domicile. Comme tous les maires qui ont un CCAS, on livre des gens inscrits dans le portage à domicile. On a étendu les inscriptions pour des gens qui n'étaient pas forcément dans les critères sociaux ou financiers. Donc on a élargi, surtout pour les gens seuls, et que tout le monde puisse être livré. On a aidé financièrement des personnes en précarité, ça c'est le rôle aussi du Centre communal d'action sociale, pour qu'ils puissent acheter à manger, parce qu'il y a parfois des gens qui ne le peuvent pas. Et puis on a fait un gros travail aussi de consigne, il ne faut pas l'oublier. On a vraiment été un relais des indications, des orientations du gouvernement sur les règles sanitaires, parce que c'était pas évident de se les approprier. Personne n'avait été habitué à porter des masques, à pas se voir,
voir, à pas s'approcher, à pas s'embrasser, à pas se serrer la main. Donc ça a été un rôle quotidien pédagogique des élus et des élus qui m'accompagnent aussi. J'avais mis en place rapidement une cellule de crise à la ville, une cellule de crise à l'agglo, quelques élus parce qu'on peut pas gérer ça à 30. Et donc ça nous a permis de rappeler les consignes sanitaires, y compris aux étrangers parfois sans papier, y compris aux gens du voyage, qui sont des populations plus compliquées à faire respecter des consignes assez strictes. Et puis, on a maintenu aussi les relations, on a contribué avec l'éducation nationale, les relations avec les enfants, avec les familles, dans le cadre du programme, ce qu'on appelle le PRE, le programme de réussite éducative, pour permettre cette continuité et créer, enfin pas créer parce qu'on les avait déjà, mais nos sites internet, par exemple, Ville Aglo, nous avions mis en place avant une application avec Orange qui s'appelle Nevers Aglo dans ma poche, et nous avons pris une page Covid qui a permis d'avoir toutes les informations d'un seul clic sur une application téléchargée gratuitement et d'avoir les dernières consignes dans tel domaine ou tel autre. Voilà. Je suis pas exhaustif, il y en a plein d'autres, mais ce sont des éléments qui me viennent à l'esprit un peu essentiels que j'ai un peu consignés, en tout cas assez emblématiques. Et je pense qu'on a pu répondre aux attentes de tout le monde et aux attentes d'échange, puisque j'ai mis en place aussi un Facebook Live. J'en fais régulièrement depuis plusieurs années pour répondre en direct à la population, mais là j'en faisais un par semaine qui durait parfois au lieu d'1 heure, 2 heures et demie, mais ça prouve que les gens avaient besoin de questions. Et à chaque fois j'avais un invité du monde de la santé, un médecin, un hospitalier, une infirmière, etc. Donc beaucoup d'intérêt pour ces échanges et ces questions qui étaient effectivement très très utiles, en tout cas j'espère dans les réponses que j'ai pu apporter. Merci beaucoup pour l'ensemble de ces actions que vous avez mis en place. Et on le voit, hein, vous vous êtes entouré de différents acteurs. Vous avez mis en place une vraie méthodologie de travail avec les associations, avec les acteurs de la santé, avec aussi les acteurs économiques. Et mine de rien, on voit que et vous en avez un petit peu parlé, mais on voit que le confinement a permis finalement l'accélération de l'utilisation des outils et des nouvelles technologies pour notamment lutter contre l'isolement et maintenir le lien intergénérationnel. Alors au-delà de votre vrai intérêt pour les nouvelles technologies, vous avez mis en place à Nevers des actions tournées vers le maintien du lien entre les familles et notamment entre les seniors et leurs familles. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je vais vous en parler. Je voulais juste, pour faire le relais avec la précédente question, bien insister aussi sur le fait que vous avez raison. Ça a été une méthode, mais on l'a défrichée tous ensemble, hein, puisqu'on était face à l'inconnu. Ça a été vraiment, et c'était le souhait du président de la République et du gouvernement, qu'on soit un binôme. Et je considère, quand vous êtes maire d'une ville-préfecture, président de la seule agglo du département, vous êtes déjà un binôme. Et on était très en lien avec la préfète, mais du coup, je dirais pas qu'on s'est plus quitté, mais pas loin. Donc, soit en présentiel, soit en visio, et les décisions, on les a vraiment partagées, prises ensemble. On a maintenu les marchés tout le temps alimentaires, ça a été très apprécié. Ça nous a permis de faire travailler les circuits courts, ça nous a permis de répondre à un besoin alimentaire, puisque tout le monde s'est mis à courir, mais aussi à cuisiner, sauf moi parce que j'ai pas eu tellement le temps. C'est peut-être mieux pour ma famille, mais plus sérieusement, voilà, cette décision de maintenir les marchés, il a fallu la prendre très vite. Et le Premier ministre avait dit qu'il interdisait sauf dérogation, donc on est parti sur cette dérogation-là. Donc ce binôme, ça nous a permis vraiment de mettre une méthode ensemble. On avait des liaisons téléphoniques chaque semaine avec l'ARS, des points sanitaires, etc. Donc il y a vraiment eu une belle coordination pour vraiment ne laisser personne de côté. Donc vous avez raison, ça a été une méthode mise en place. Et d'ailleurs, j'en garde quelques relents pour l'impulser maintenant dans la façon de travailler avec les différents acteurs et le monde associatif, parce que j'ai oublié de dire, mais il y a des choses très simples dont on peut être à l'origine pour la solidarité. Par exemple, on a lancé des fleurs pour les soignants. On demandait aux gens qui ont entretenu très bien leur jardin de nous déposer au marché des fleurs, et on les redonnait soit aux personnes isolées, soit aux soignants, comme des commerçants, des restaurateurs qui ne savaient pas trop quoi faire. Gracieusement, on les a accompagnés, on a mis en place cela. Ils ont fait des repas tous les jours pour les personnels soignants. Vous voyez, vraiment des idées de solidarité nouvelles qui se sont mises en place. Alors, sur votre question, plus sur la partie, on va dire, numérique, technologique, certains considèrent que c'est du gadget. Je pense que ça nous aura révélé que c'est pas du gadget et que si on s'en sert utilement, la technologie, mais la technologie au service de l'humain. Voilà, ça c'est essentiel. Le gadget, il faut l'évacuer. Donc ça a été important. Nous, en fait, j'ai été très épaté de voir que mes 1000 agents vie CCS et 200 agents de l'agglo, du jour au lendemain, les a basculés en CCS. Alors, j'exagère un peu parce que la propreté, les déchets, et c'est compliqué d'être en télétravail, tout le monde le comprendra. Mais une bonne partie, et sans ceux qui étaient en télétravail, on pouvait pas organiser tout ça à côté sur le terrain. Et j'ai été au quotidien sur le terrain pour les encourager. Donc, on a juste eu, nous,
à monter un peu le niveau de débit. Mais on avait tous les outils de l'Internet, le développement du très haut débit. Et ça, j'ai eu d'autres réunions, notamment avec des ministres là-dessus. Il faut absolument accélérer l'accélération du développement du très haut débit ou du bon haut débit, parce qu'on a bien vu que ça a été très utile pour maintenir les liens familiaux, pour maintenir les échanges, pour faire des apéritifs virtuels aussi, pourquoi pas. Mais aussi, voilà, donc on était très logiciel libre, donc on a été très libre pour le coup d'utiliser nos outils et de les développer au niveau de la data, de les mettre au service de nos entreprises. On a par exemple mis en place une plateforme Covid Je consomme 58. C'est un annuaire que l'agglomération a fait, même au niveau du département, pour indiquer pendant toutes les périodes de la crise, du pré-déconfinement, du déconfinement, tous les services et commerces qui étaient ouverts. Voilà, les gens pouvaient savoir si ils avaient besoin de choses particulières, c'était ouvert, c'était pas ouvert, etc. Ça paraît tout bête, mais sur le quotidien, c'était important. On l'a fait avec les chambres consulaires. Et puis, pour vous donner l'exemple du drive et de la livraison à domicile, on a eu plus de 200 commerçants inscrits. Et donc, sur ce site, il y a eu plus de 45 000 consultations. Donc, c'est vous dire pour une ville de 35 000 habitants que c'était vraiment une réponse à un besoin. Et du coup, on va le pérenniser, cette plateforme. Évidemment, on changera peut-être le nom du Covid. L'idée, c'est pas de le rentrer dans l'histoire, mais c'est effectivement de poursuivre les choses. Et puis, je me suis rendu compte, on est aussi une terre d'innovation, mais une terre du Charolais. On est la capitale mondiale du Charolais. Je fais un peu de pub pour Nevers, mais aussi de l'agriculture, un peu. On a, comme d'autres régions. Et on s'est rendu compte que la grande et moyenne distribution se parlait pas avec les agriculteurs qui avaient été échaudés parce que voilà, ils se servent d'eux que quand ils ont besoin. Donc, on a avec la préfète, on a généré une rencontre avec les acteurs de la grande et moyenne distribution, évidemment les acteurs de l'État aussi, et on leur a demandé déjà de se parler. Et finalement, on a des magasins qui se sont mis davantage à regarder ce qu'ils pouvaient faire en circuit court et mettre en offre aux consommateurs. Et on a mis en place un drive fermier. Alors un drive fermier, on a prêté un site de la ville où les gens précommandaient, payaient en avance et allaient rechercher dans les conditions sanitaires leurs légumes frais, leur viande fraîche, leur viande locale, etc. Et ce drive, il continue aujourd'hui, même si on est assez déconfiné ici, et j'espère bien qu'il va continuer. Et j'espère bien que ça va aussi matcher une solidarité davantage pour que la grande et moyenne distribution, qui a plutôt bien fonctionné, continue, même s'il n'y a pas de difficulté, à promouvoir les produits locaux. Je pense que cette crise, elle doit nous permettre, et je ne vais pas jouer le moraliste, c'est pas mon rôle, mais aussi de tirer certaines leçons. Il ne faut pas rêver, on ne va pas changer tout du jour au lendemain, mais les leçons, c'est aussi peut-être de consommer davantage sur place, je ne suis pas le premier à le dire, et aussi payer le prix. Parce qu'à force de rechercher de pas payer le prix, eh ben oui, vous allez payer un steak 20 centimes de moins si vous faites 5 kilomètres, mais l'essence, vous l'aurez peut-être compensé dedans, et acheter de la qualité quand on le peut, et beaucoup de gens le peuvent, et puis ceux qui peuvent pas, il y a quand même beaucoup d'aides que j'ai rappelées qui sont mises en place, et je pense que la France est quand même le pays qui a mis en plus, je le dis, même si je suis un soutien du président, mais je le dis objectivement pour l'avoir vécu comme citoyen et comme maire, je pense que je suis aussi profession libérale, vous avez rappelé que je suis avocat, donc j'ai été aussi impacté fortement à ce titre. On est quand même le pays qui avons mis beaucoup d'outils, sans doute le plus d'outils en place. Et puis pour soutenir les emplois, on a fait quelque chose qui continue, qui s'appelle une autre plateforme, Covid pour soutenir nos emplois sur la Nièvre, et qui donc facilite les entreprises qui n'ont pas pu reprendre ou qui avaient 50 salariés, mais avec la distanciation qu'on a repris 25, donc les 25 autres étaient souvent chômage partiel, et les entreprises qui pouvaient reprendre parce qu'elles étaient sur des secteurs très attendus, qui manquaient de main-d'œuvre. Donc c'est du prêt de main-d'œuvre. Et ça évite de licencier, ça permet de sortir du chômage partiel, et l'autre entreprise utilise ce prêt de main-d'œuvre. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne aussi pas mal, qui est nouveau, hein, ça existe dans d'autres pays, mais qui est nouveau chez nous. Et puis pour continuer le lien social, parce que c'est important, j'avais repéré, parce que effectivement, je suis assez intéressé par l'innovation, au salon de Tel Aviv, au DLD, au Digital Life Design, une entreprise qui s'appelle Fingertips, qui a développé un coussin qui s'appelle Victor. Et ce coussin, aujourd'hui, il est notamment fabriqué dans la Nièvre. Il y a déjà un temps, équipé nos EHPAD et une partie de l'hôpital. Ça permet, c'est le doudou du senior, on va dire, ça peut être aussi à titre individuel. Et donc, ce coussin peut enregistrer les photos de famille, les musiques préférées, et surtout sans être connecté à la télévision sans fil. Donc, ça a permis à nos résidents, quasiment dès le début de la crise, de voir leur famille autant qu'ils voulaient. Et je pense que c'est vraiment un sujet qui était très compliqué à gérer dans les EHPAD, où évidemment, il n'y avait plus de visites. Ben, ces gens-là ont pu échanger avec leur famille autant qu'ils le voulaient. En plus,
quand on est au quotidien, il y a une touche SOS, donc ça revient à SOS médecin, et vous avez un diagnostic, un pré-diagnostic qui est fait à distance. Et on a même été au-delà parce qu'on a diffusé des concerts, et je compte continuer sur les spectacles du théâtre municipal de Nevers, diffuser en direct ou en différé, parce que les horaires conviennent pas toujours, nos spectacles pour les gens qui peuvent plus se déplacer ou qui sont à l'hôpital, et ils auront aussi donc c'est, vous voyez, une vertu aussi culturelle. Et puis nous avons mis en place avec Netlift, une société québécoise qui était présente aussi à Nevers, à Shawinigan, une application mobile pour les commandes alimentaires. Par exemple, un traiteur qui mettait 4 heures à livrer, avec cette application qui optimise les temps de trajet, il en mettait 2 heures. Et cette application, on l'a fait évoluer, vous voyez, parce qu'on s'est tous évolué par rapport à la crise, sur les transports scolaires. Et à septembre, on va développer sur les transports en général, y compris entre entreprises. L'idée, c'est quoi? Très simplement, c'est d'identifier, mais en gardant l'anonymat des données, les gens, où est-ce qu'ils sont et où est-ce qu'ils vont pour aller à l'école, pour aller en l'occurrence à l'hôpital, où ils travaillent à l'hôpital, on a 2000 salariés à l'hôpital à Nevers, ou pour aller voilà, ailleurs. Et donc, il y a plein de gens, ils savent pas que celui qui est à 50 mètres, il va faire le même trajet, ou il va pouvoir être déposé sur le même trajet. Optimiser aussi, on était en discussion avec la Caisse nationale d'assurance maladie, les transports sanitaires. Vous avez quelqu'un qui va être emmené pour un examen, mais sur la route, on peut aussi emmener quelqu'un d'autre. Ça va diminuer le coût pour la CPM. Donc, cette application qu'on avait prévu de développer, vous voyez, elle a été accélérée par la crise, à la fois sur les livraisons alimentaires et aussi aujourd'hui maintenant sur les transports scolaires, pour éviter, en tout cas au début du déconfinement, qu'il y ait trop de monde dans les bus. Et ça nous donne aussi le nombre de personnes qui rentrent dans le bus, combien il faut mettre de bus pour respecter évidemment combien il y a moins de monde dans les bus, pour quand même répondre à la demande. Et donc on pourrait aller jusqu'à envoyer à chaque parent ou à chaque enfant le meilleur moyen d'aller à son école, à son collège, à son lycée, sans risque sanitaire, si c'est à pied à moins de 3 km, si c'est en vélo, si c'est avec quelqu'un qui pourrait l'emmener dans des règles sanitaires. Donc voilà, l'innovation a été vraiment très utile, et donc avec une démonstration grandeur nature, ou en tout cas des projets qu'on pensait faire plus tard, qu'on a fait dès maintenant, et autant vous dire que ça va nous servir pour l'avenir. Alors justement, vous faites la transition parfaite. Vous l'avez dit au début de la conférence, vous faites partie des maires qui travaillent notamment sur tout le sujet sur tout le sujet sanitaire pour le Ségur de la santé, même si on est toujours dans cette période un petit peu d'entre-deux où on commence à tirer un petit peu les leçons, à pérenniser des systèmes, et notamment vous venez de l'expliquer. Il est vraiment nécessaire d'engager des diagnostics et d'évaluer les besoins sociaux du territoire, et de les adapter finalement à ce qu'on a vécu et à ce qu'on a envie de faire après. Est-ce que vous êtes en train, ou est-ce que vous avez réalisé un tel diagnostic, et si oui, donc c'est l'analyse des besoins sociaux pour le nommer. Et si oui, quels conseils est-ce que vous pourriez donner aux élus pour le réaliser? Alors, plusieurs choses. J'ai quelque part vécu un diagnostic in vivo, c'est-à-dire qu'on a fait l'analyse des choses. J'ai lancé 2 questionnaires à tous mes agents de la ville, du CCS et de l'agglomération. J'ai proposé au président de la République que ça puisse être décliné sur un angle national. Un questionnaire sur comment vous avez vécu le confinement, je pense que c'est important, aussi sur les risques psychosociaux, parce que certains partenaires sociaux commencent à nous en parler chez certains individus, et puis un autre questionnaire, comment vous avez vécu le télétravail, parce que c'était une démarche que j'avais entamée, mais qui était limitée dans le temps, parce qu'il faut équiper tout le monde aussi. Donc voilà, ça me fait penser d'ailleurs que solidairement, on parlait des nouvelles technologies, j'ai équipé aussi des familles qui n'avaient pas d'ordinateur ou de tablette pour que les enfants puissent suivre les cours. Ça, c'est important, c'est de la solidarité. Mais pour en revenir à votre question, voilà, ça va permettre d'avoir un diagnostic sur comment ont vécu les agents, sur la base du volontariat, ceux qui souhaitent continuer le télétravail, parce qu'il y en a qui ont, ça les a révélés, parce qu'ils ont eu plus de temps, parce qu'ils étaient dans de bonnes conditions. Mais c'est pareil, on vit pas le confinement pareil dans un petit appartement que dans une maison avec jardin. On vit pas le télétravail quand on est au milieu de la salle à manger, entouré de chiens et d'enfants, que quand on est dans un local tranquille. Donc voilà, et je pense que sur la base du volontariat, moi je vais développer ça tout en gardant quand même, de toute façon la loi le prévoit, que ce soit pas toute la semaine, et il faut aussi qu'il y ait un esprit d'équipe. Et puis il y a des gens que ça a perturbé, qui ont été moins bons, qui n'ont pas pu, voilà, faut le respecter, parce que ça dépend aussi beaucoup sans doute de chaque individualité. Mais donc ce diagnostic, c'est intéressant parce qu'il va m'aider à agrémenter, je l'avais apporté avec moi, je sais plus ce que j'en ai fait là, je vous le montre, effectivement, je suis parti sur une analyse des besoins sociaux. Donc c'était un travail qui a été commencé, ça c'est qu'un tome au niveau du Centre communal d'action sociale, et donc ce tome 1, si je puis dire,
permet d'avoir effectivement le portrait du territoire et le portrait des besoins sociaux, et ce qui va nous permettre dans un second temps, c'est pour ça que je ne peux pas vous en parler au niveau de la conclusion parce qu'elle n'était pas encore faite, voilà, et ce qui permettra de définir après les orientations qu'on souhaite prendre. Mais je suis convaincu en tout cas sur ce diagnostic et sur la façon dont on a réalisé les choses, qu'on a des choses encore mieux à adapter sur l'isolement des seniors. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont isolés par la mobilité aussi, parce que on n'est plus beaucoup dans le schéma qu'on reste à côté de ses grands-parents toute sa vie et de ses parents, et sans vivre tous ensemble comme à la ferme avec les vaches. La société a évolué, mais il y a mieux à faire. Notamment, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens isolés, et on arrive encore parfois du mal à détecter des gens seuls, même en période de canicule, pour les aider s'ils ont besoin. Donc cette crise nous a permis de faire appel à la solidarité. Je dis pas la dénonciation, mais à dire attention, les gens ne sont jamais autant fréquentés entre voisins qu'avant, où ils se regardent même pas parce que voilà, ils ont trouvé qu'ils pouvaient avoir des affinités ou pas. En tout cas, ils ont essayé de se parler. Et donc, ce qui est important, c'est que voilà, on puisse améliorer avec les outils technologiques qu'on a aujourd'hui, au service encore une fois de la lutte contre l'isolement des seniors, et puis aussi sans doute d'apporter des nouvelles réponses au niveau de l'insertion. J'y avais mis dans mon programme politique avant de savoir ce qui nous arriverait évidemment, mais je suis pas le seul. Hein, un fort volet sur l'économie sociale et solidaire, sur l'économie circulaire, et on se rend compte que c'est aussi une façon de faire du circuit court en termes d'emploi, et qu'on a des gens parfois en difficulté, et des fois on leur cherche des choses alors qu'on en a sous la main parfois. Donc voilà, je pense qu'en croisant ces études, ces diagnostics, et après il faut être dans le concret, dans l'action, on devrait pouvoir améliorer les politiques de solidarité qu'on porte, parce que c'est ça qui se présente aujourd'hui, c'est quelle forme de nouvelle solidarité, ou comment faire des solidarités classiques, comment les développer de façon nouvelle, comment être meilleur dans la réponse qu'on attend de nous pour ne laisser personne sur le côté. Et aujourd'hui, on va devoir le faire aussi sur l'aspect économique, parce qu'il y a un impact qui sera plus ou moins long, et le gouvernement le sait, sur 1, 2, 3 ans, pour des secteurs qui reprennent pas. Je pense aux discothèques, je pense aux activités de loisirs, je pense évidemment aux activités culturelles et sportives qui vont pas reprendre avant la rentrée. Il y a un impact qui va être beaucoup plus long. Et donc, je souhaite que ces diagnostics que je vais accélérer dans leur conclusion et leur réalisation, on puisse être aussi dans l'accompagnement peut-être de gens qui n'étaient pas sur ces solidarités-là, mais qui vont peut-être rentrer dedans. Ça peut être alimentaire, ça peut être de logement parce qu'ils pourront plus payer leur loyer, ils seront en difficulté, ils accumuleront des dettes. Et voilà, donc le rôle de l'élu là-dessus, il est crucial, il est d'anticiper les besoins de ses concitoyens, et donc il le fait à leur écoute, il le fait en étant présent sur le terrain, puis il le fait avec un peu de réflexion sur des diagnostics à condition qu'ils soient pratico-pratiques. Alors justement, vous, quel constat vous en tirez? Et comment est-ce que ça va finalement modifier, ou en tout cas adapter? Comment est-ce que vous allez adapter le rôle et les champs d'intervention du CCAS et vos projets à la nouvelle réalité locale? C'est une bonne question, parce que je sors de mon conseil d'administration du CCS où nous avons nommé la nouvelle gouvernance, et notamment la nouvelle vice-présidente, puisque c'est une femme. Voilà. Alors, ce qui est important, et je fais ce relais, c'est la santé, parce qu'on vous dit une commune, elle n'a pas la compétence santé. Alors, sans doute, mais il faut rappeler qu'une commune, elle a une compétence générale, et qu'aujourd'hui, le secteur santé, quand ça va pas, c'est toujours le maire qui va être sollicité quelque part. Après, on va renvoyer aux instances hospitalières ou de médecine de ville. Moi, c'est un secteur qui m'intéresse, c'est pas mon secteur de base. Je suis aussi vice-président à la santé au PETR, au pays, etc. J'avais remis un adjoint à la santé. J'ai créé une boucle WhatsApp, c'est important, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, pour les médecins généralistes qui se sentaient tout seuls, qui n'avaient pas d'infos. Et du coup, ils ont accepté que je reste dedans, parce qu'il peut y avoir des données confidentielles entre médecins. Ça me permettait d'être à leur écoute, de relayer leurs besoins, d'y répondre parfois en leur donnant des masques, des gants, des charlottes, parce qu'on a eu beaucoup de dons et il fallait bien les affecter aussi. Puis je suis allé en chercher, on devient aussi dans l'import-export dans ces cas-là. Et puis j'ai créé une autre boucle pour les infirmières, ce qui m'a permis de voir qu'elles avaient peur de rentrer chez elles dans la même tenue. Donc j'ai ouvert ma piscine. J'avais pas le droit d'ouvrir pour les nageurs, mais je l'ai ouvert pour qu'ils puissent prendre les douches, pour qu'il ou elle puisse se changer et pas mettre en danger sa famille. Vous voyez, c'est des petites actions tout simples, mais qui leur ont facilité la vie. Et ça, c'est important. Elles ont eu plein de cadeaux, de chocolat, de trucs comme ça en plus, donc c'était très bien. Voilà, donc ça, c'est la base. Donc on peut œuvrer, quand on est maire, dans le domaine de la santé, et la compétence santé que j'avais commencé à prendre à l'agglomération, je vais la garder, et normalement je devrais être élu président de l'agglomération, enfin sous toute réserve, mais normalement ce sera le 11 juillet. Je compte bien développer effectivement encore ce secteur santé sur lequel on est très attendu. C'est vrai que mes fonctions à l'hôpital, agglo, santé et ville m'ont permis d'avoir ce rôle sans me substituer
substituer aux professionnels de santé, mais en tout cas de bien les associer, de bien les écouter et de bien aussi les aider. Ça, c'était crucial. Après, sur le rôle du Centre communal d'action sociale, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le bras armé d'une municipalité, mais il doit garder une autonomie. Cette autonomie, moi, j'y reviens un peu dans la mesure où on avait un centre social très vaste, allant de la petite enfance à la politique senior. Je viens de faire voter tout à l'heure, à une large majorité, la réintégration du pôle enfance, qui est une compétence facultative du Centre communal d'action sociale, à la municipalité, parce que je souhaite renforcer ma direction qui avait la jeunesse, qui avait l'enfance et l'éducation, par aussi la petite enfance, qui est assez logique. D'ailleurs, une majorité des communes intègrent dans leur direction cette gestion de la petite enfance, et ça peut être aussi le CCAS, ça a été un choix politique fait avant que je n'arrive. Bon, c'était sans doute utile à un moment donné. Moi, je considère que dans ma construction, en tout cas, sur le plan politique, je réintègre la petite enfance. Je suis sur le même travail sur la politique senior, mais ça va prendre un peu plus de temps, donc je me suis mis pour objectif de le réaliser au 1er janvier 2021, avec le nouveau conseil d'administration qui vient d'être formé. Et donc aujourd'hui, les actions du CCS qu'on a menées ont été très appréciées, très utiles surtout, et donc elles nous ont confortés dans ce rôle, parce qu'on avait aussi des fichiers de gens évidemment qui relèvent du CCS, donc on n'a pas attendu, vous savez, souvent les gens fragiles, c'est pas les gens qui lèvent le doigt le premier, c'est les gens qu'il faut aller chercher pour les aider. Et donc on n'a pas attendu qu'ils soient en difficulté, qu'ils soient les derniers à avoir des masques, on les a fournis automatiquement, on est allé les voir. Et ces jeunes, vous voyez, on a croisé, nos jeunes veillent sur leurs aînés, mais nos jeunes veillent aussi sur leurs plus vulnérables, parce qu'il y a parfois des gens plus jeunes. On est allé les aider, on leur a fourni des masques, des aliments, des courses alimentaires quand il le fallait, des bons alimentaires, des bons de transport, parce que nos bus ont continué de fonctionner. Et d'ailleurs, grâce à l'innovation technologique, je suis une des rares villes, j'ose le dire, au monde à avoir des valideurs sans contact par la carte bleue. Vous payez votre ticket de bus sans rien toucher. Donc, c'était prévu en juillet, je l'ai avancé au mois de juin. Et c'est très bien ainsi. Donc voilà, ce rôle du CCAS, j'envisage en tout cas d'avoir une réflexion de travail sur le basculer en CIAS, Centre intercommunal d'action sociale. On a 13 communes dans l'agglomération. Je vous l'ai dit, l'agglomération va être constituée d'ici 3 semaines. Donc, c'est un sujet que j'ai déjà commencé à aborder avec des personnes qui sont pressenties dans la gouvernance à mes côtés et qui les intéressent plutôt. C'est une compétence facultative d'une agglomération. On peut la choisir, par exemple, sur la petite enfance, sur les seniors, sur le tout. Donc voilà, et c'est quelque chose qu'on va travailler très librement. Mais en fait, ce que j'ai fait moi a beaucoup aidé aussi, je le dis, les autres communes de l'agglomération, en tout cas un peu ou beaucoup. J'ai pu coordonner des commandes de masques aussi pour leur redistribuer derrière. Voilà, donc quelque part un CIAS aujourd'hui raisonner un périmètre intercommunal, ça me semble assez logique parce qu'on est très sollicité pour les crèches de la ville-centre, mais je privilégie évidemment les habitants de la ville-centre qui payent ces crèches. Demain, ce qu'il ne faudrait pas des crèches intercommunales, ça se fait déjà dans d'autres territoires. Nous, on n'en est pas là, je pense qu'on a un petit peu de retard là-dessus, faut peut-être le rattraper. Merci beaucoup. Et du coup, comment est-ce que vous allez mobiliser à part le CCAS, donc futur CNS, les acteurs associatifs qui ont été beaucoup mobilisés pendant la période du confinement? Aujourd'hui et demain, quel rôle vont-ils avoir? Oui, alors c'est une bonne question parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des gens qui étaient bijoutiers qui sont devenus livreurs de nourriture. Il y a des gens, voilà, on s'est tous un peu improvisés dans d'autres domaines. Moi, je me suis transformé en importateur de masques. Voilà, chacun a joué un rôle différent. Et c'est important parce que finalement, on se rend compte que pour aider le CCS, il y a plus de monde qu'on croit. Et c'est pas cantonné juste à des gens qui ont passé un diplôme dans le secteur social ou évidemment, il faut faire appel aussi à des professionnels de santé, à des assistantes sociales, etc. Mais moi, tout ce qui s'est fait d'ailleurs et qu'on a aidé ou initié puis laissé prendre le relais après, eh ben, je pense que ça peut être continué dans une dynamique beaucoup plus large, par exemple en développant nos actions partenariales qui étaient déjà existantes parfois ou nouvelles du coup, et avec le soutien au secteur associatif, parce que soit vous portez les choses vous-même, soit vous transférez le portage de votre service public à une association que souvent vous financez, vous logez, vous aidez. Donc cela n'est pas complètement nouveau, évidemment, mais ça va nous permettre de modifier un peu nos logiciels, de réfléchir différemment et sans doute de travailler beaucoup plus en lien. Je pense notamment à l'aide alimentaire, où on a les Restos du Cœur, mais on sait qu'ils ont été très vite démunis de marchandises. Je pense par exemple à la banque alimentaire aussi. Et donc, comme nous avons eu des propositions de dons de sociétés généreuses, de madeleines, de gâteaux, de choses comme ça, et sauf à devenir obèse, j'allais pas tout manger, c'était surtout pour les redistribuer. Donc l'idée, c'était effectivement de les relayer au secteur associatif, et c'est ce qu'on a fait en disant, voilà, on est prêt aussi à vous donner du pratico-pratique pour que vous redistribuez à vos adhérents. Donc,
Aujourd'hui, imaginons, on va pas le souhaiter que ça revienne fortement, c'est pas fini dans d'autres pays, on le sait, donc faut être prudent, mais imaginons que ça revienne, il faut que très vite on ait les bons réflexes tous ensemble, et qu'on n'ait pas à chercher en se disant qui va faire ci, qui va faire ça, avec une coordination. Je rappelle que en tant que maire et président de l'agglo, nous avions l'obligation de remettre en place des plans communaux de sauvegarde. Donc chaque maire a un plan communal, un PCS de sauvegarde et une coordination au niveau de son intercommunalité. Donc en relais avec les services de l'État, on a vraiment été main dans la main avec les services de l'État. Donc vous voyez, collectivité, État évidemment, associations et puis citoyens qui ont souvent pris des initiatives, qui sont parfois transformés en associations. Il y a par exemple des gens qui ne savaient pas coudre, ils ont appris à coudre et puis ils ont aidé et ils se sont même mis en groupe, voilà, et puis maintenant ils sont une association, ils n'existaient pas avant, donc il faut savoir tirer le positif du négatif, sans oublier évidemment ceux qui en ont souffert. Donc voilà, nous, notre rôle, c'est peut-être pas de tout faire, mais c'est de coordonner, c'est d'initier, c'est parfois d'inventer, et puis c'est se réunir, voilà, je pense que c'est dans l'échange, dans le dialogue. On a vu que grâce à la nouvelle technologie, ce dialogue qui était coupé physiquement, on a pu le maintenir et que finalement, il y a des initiatives qui se sont créées entre personnes qui ne se sont jamais rencontrées, qui se sont jamais serré la main. Et comme je le dis, à une époque où on pouvait pas se serrer la main, fallait se serrer les coudes. Et donc, c'est comme ça qu'à mon avis, je souhaite continuer d'avancer. C'est une très belle métaphore, d'autant plus que maintenant on se dit souvent bonjour en se tapant du coude, donc autant se serrer les coudes. On entre dans on est en pleine dans cette période de déconfinement et pourtant l'approvisionnement ou le réapprovisionnement en masques est encore une inquiétude chez les élus locaux, bien que on entend que beaucoup de masques du coup n'ont pas trouvé de preneur entre guillemets et que les stocks dans les usines sont pleins. Comment est-ce que alors vous nous avez parlé du jumelage avec une ville en Chine qui vous a approvisionné pendant le confinement, mais comment est-ce que vous avez choisi d'organiser votre circuit de réapprovisionnement et quels sont les conseils que vous pourriez nous donner? Déjà, comme tout le reste, à gérer avec sang-froid et en même temps réactivité. Je pense que c'est le rôle d'un élu, pas partir sabre au clair, parce que voilà, commander des masques par centaines de mille, c'est aussi des coûts budgétaires qu'après on regrette. Et en même temps, ne pas commander de masques et laisser sa population exposée parce que l'État pourra pas suffisamment vous aider, eh bien, c'est évidemment se faire prendre en défaut. Donc, il fallait concilier les deux. Donc, on a eu cette proposition de notre petite ville jumelée de 6,5 millions d'habitants, mais c'est une ville moyenne en Chine qui s'appelle Taizhou. Et j'ai eu la chance d'avoir une entreprise locale qui avait des liens avec l'Asie, le Vietnam, où j'étais il n'y a pas très longtemps. Et donc, on a pu, par le Vietnam et la Chine, commander avec sécurité, c'est-à-dire du matériel qu'on était sûr d'avoir et d'obtenir la négociation de payer à l'arrivée, parce que je sais qu'il y a des gens qui se sont fait avoir en payant, en ne voyant jamais le matériel. Ensuite, il y a la qualité du matériel. Toute livraison de masques offerte ou achetée, on l'a fait tester par notre médecin hygiéniste de l'hôpital parce qu'il ne s'agissait pas même de masques chirurgicaux ou FFP2 d'exposer nos personnels soignants et de ne pas céder à la panique parce que vous savez, j'ai eu des tas de messages, y compris parfois de menaces en disant que je ne protégeais pas les gens. À une époque, on demande aux gens de ne pas sortir, donner des masques aussi trop tôt, ça aurait été leur dire, vous pouvez sortir, il n'y a pas de masque. Et comme à un moment, on a entendu, il faut nettoyer les rues, désinfecter. Moi, qui suis très technologie, j'avais des drones prêts à nettoyer pour pas exposer mes agents. Mais on s'est rendu compte, et les hautes autorités sanitaires nous l'ont dit, que ça n'avait pas d'intérêt, si ce n'est qu'il fallait le faire toutes les 2 heures. Donc ça ne rimait à rien et des villes qui s'y sont mises ont arrêté. Donc par contre, pour les masques, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une responsabilité. Aujourd'hui, on l'a bien vu que l'État ne peut pas tout et que l'État-providence qu'on critiquait, on a bien été content de le trouver. Mais par contre, voilà, l'État, je le dis souvent, c'est pas un nuage qui passe avec des billets qui tombent, c'est nous tous. Donc on a intérêt aussi d'être solidaires. Et moi, je fais partie de ces gens-là qui pensent qu'il faut déjà compter sur soi. Et puis après, s'il y a du plus, tant mieux. Donc je souhaite, je vous l'ai dit, être autonome. J'ai un porteur de projet qui souhaiterait lancer une fabrication, qui avait déjà cette idée avant, de masques, de gants, etc. Évidemment, si vous avez ça sur place, c'est un peu plus simple. Là, j'en ai fait venir d'Asie, ça a mis plus ou moins longtemps. Et du coup, une commande perdue a entraîné une autre commande. Finalement, les deux sont arrivés à un jour près. Donc, j'ai même un surplus de masques. Je vais voir si je garde. Je suis en train de voir avec l'hôpital. J'ai consolidé les stocks de l'hôpital, à la fois pour le personnel administratif qui n'a pas les mêmes besoins que le personnel soignant, mais qui est exposé. J'ai consolidé les stocks pour les villes de l'agglo, la mienne aussi, mais les villes de l'agglo, pour nos EHPAD. Et je suis prêt à faire feu du jour au lendemain. J'ai une équipe. Si jamais ça revient, je relance mes fabrications de masse tissu du jour au lendemain et je suis capable de faire quelques milliers de masques en quelques jours parce qu'aujourd'hui on a la technique, on a le matériel, on a les outils. Donc le conseil que je peux donner, c'est comptez déjà sur vous-même. Ça veut pas dire, vous savez, on m'a proposé 9 millions de masques.
j'allais pas, moi, ville de Nevers, commander 9 millions de masques. J'ai relayé cette proposition à l'Élysée pour voir si ça pouvait intéresser. Par contre, on m'imposait d'en commander 500 000. Ça me paraissait beaucoup sans connaître ce que c'était. Donc, j'ai négocié d'en commander 81 000 déjà, ce qui était pas mal pour pouvoir, et puis après de recommencer s'il y avait besoin. Donc, il faut trouver cet équilibre. Ça sert à rien d'avoir 10 millions de masques qui vont être périssables un jour, mais avoir quand même un stock de départ si on doit rééquiper notre population. On n'est pas obligé, hein. Un maire n'est pas obligé de donner un masque ou de le vendre. Je pense que la plupart l'ont donné. Mais aujourd'hui, je considère que c'est aussi notre responsabilité d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Cette sécurité, on a bien vu qu'elle est devenue sanitaire. Et ceux qui ont réglé les choses, c'est pas les médecins principalement. Bien sûr qu'ils l'ont réglé sur le terrain, c'est pas ce que je veux dire. Et c'est eux qui ont sauvé les gens, c'est pas les maires. Par contre, à se coordonner cette sécurité, ce sont les maires et les préfets. Donc, à nous, État, qui a ses limites aussi, et à nous, collectivités, de bien nous mettre ensemble pour pouvoir affronter, ne pas tirer les leçons d'une chose, c'est voilà, accuser l'État de tous les maux aujourd'hui, alors qu'on a, le président de la République aurait commandé des milliards de masques en 2017, on aurait rigolé. Bon, donc c'est toujours facile de dire les choses après. Par contre, ne pas tirer les leçons, ça serait une erreur. Donc de se dire que ça peut revenir ou il peut y avoir autre chose, et d'être prêt en tout cas sur ce terrain-là, en ayant des équipements, en les conservant correctement, parce qu'il ne s'agit pas que ça moisisse, donc choisir un lieu de stock, ça paraît tout bête, mais on s'est posé la question, où est-ce qu'on stocke pour être sûr que ça ne sera pas abîmé? Voilà, ce qui était inintéressant pour les gens est devenu un outil indispensable d'avoir son masque. Ben, faut pas l'oublier et le faire en moment aussi où les prix sont raisonnables, parce que j'ai vu des prix 4 fois moi ce que j'ai payé qui étaient proposés au plus dur de la crise. Donc, je pense que notre rôle, sang-froid, anticipation, et puis se doter de quoi tenir, en tout cas un temps, s'il y a des difficultés qui reviennent par rapport à celles qu'on a connues. Et autre rôle que vous avez notamment mis en place pendant le confinement, puisque vous avez misé sur la transparence totale de la situation. Aujourd'hui, comment est-ce que vous continuez à faire la pédagogie et à veiller à la diffusion des consignes sanitaires, donc avec les nouveaux protocoles en plus qui ont été publiés en début de semaine dans les écoles, dans les espaces de travail? Est-ce que vous avez mis en place des actions spécifiques pour œuvrer dans ce sens? Oui, alors c'est compliqué, ça s'appelle la pédagogie. Ça, un maire, voilà, je pense que c'est une des qualités qu'on doit avoir, ou en tout cas acquérir si on n'a pas tout à fait, c'est répéter, redire et dire. Et ça a été un rôle que j'ai tenu soit par des vidéos, soit par mes Facebook Live, très souvent, en demandant aux gens, voilà, en leur disant que c'était aussi, c'est très insidieux, parce que vous pouviez ne pas être malade, mais contaminer les autres, et notamment les gens que vous aimez le plus. Donc ça, il a fallu pas leur faire peur, mais leur dire, attention, vous pouvez être dangereux pour vous-même ou pour les autres, et vous pouvez vous mettre en danger. Donc, ce qui est compliqué, c'est de trouver la cohérence. Moi, j'étais en zone rouge injustement, parce qu'on dépendait des critères régionaux de Dijon et Besançon, alors qu'on aurait dû être départementalisé, comme l'avait dit le président. Bon, c'est comme ça, c'est ainsi. Mais ça a décrédibilisé ma parole à un moment. J'ai repris la main après, mais j'annonçais plutôt des bons chiffres, et on était dans le rouge. Donc, vous voyez, le maire nous ment, ou il nous dit pas les choses, on nous dit pas tout, comme on dit, ou il y a des choses cachées. Donc, pour faire cette pédagogie, il faut qu'on soit aidé aussi et qu'on analyse. Et si vraiment j'avais été dans une situation critique, c'était pas mon intérêt de dire youpi, tout va bien, on doit être en vert. Mais c'était pas la réalité. Donc aujourd'hui, cette pédagogie, elle est compliquée parce qu'évidemment, tout le monde a envie de retrouver une vie à la normale. Ça se détend un peu, beaucoup. Pas forcément passionnément, mais en tout cas plus complètement. Et c'est voilà, en le disant aux gens, quand même, faites attention. Et vous avez des gens plus stressés, donc vous avez une population, je dirais, qui est très différente. La population exposée, faut lui dire, par contre, là, vous rigolez pas parce que c'est votre vie. Et au-delà de 80 ans, et même en dessous, on sait jusqu'à 65, 70 ans, c'est vraiment les personnes les plus exposées. Donc vraiment, parfois, j'en ai enguirlandé gentiment dans la rue parce que les gens disaient, qu'est-ce que vous faites dehors? En plus, ils venaient me féliciter d'avoir été réélu. Donc c'était un peu injuste, mais je le disais pour eux. Et je prends cette image-là parce que il faut à la fois leur dire commencer à revivre, consommer. Oui, il y a des gens en difficulté dans cette crise, notamment les gens à leur compte, les commerces, mais il y a des gens aussi qui sortent de cette crise avec plus de pouvoir d'achat. Il ne faut pas l'oublier, les fonctionnaires. Moi, j'ai maintenu tous mes agents. J'aurais même alloué une prime pour se exposer. Il y a des retraités qui ont moins bougé, qui ont moins voyagé, qui ont plus de pouvoir d'achat. Il faut que cette solidarité dont on parle finalement au sens large, elle se rejoue dans ceux qui ont gardé de la possibilité de consommer pour recréer de la TVA, pour que ça remonte à l'État et qu'ils puissent nous aider. Donc voilà, c'est inciter les gens à faire des choses, à aller au restaurant quand ils le peuvent, en respectant les gestes barrières toujours,
et en même temps leur dire d'être prudents, notamment pour les populations les plus exposées. J'ai largement anticipé la réouverture des écoles. Si j'avais écouté certains, je serais resté chez moi, puis on aurait les écoles fermées. C'est ridicule. On sait que les enfants ne sont pas les plus exposés. Franchement, pour y être allé à plusieurs reprises, j'ai vu que les conditions de sécurité, les enfants étaient bien moins exposés que quand ils couraient dans les rayons malgré la crise du Covid, parce qu'on les laissait passer avec leur famille. Donc voilà, c'est essayer de faire la plus juste analyse et essayer d'être dans l'adéquation avec ce qui se passe. Voilà. Si vous êtes trop serré dans la vis alors que tout le monde se dessert dehors, on ne comprend pas. Et vous voyez, là, j'ai pas encore réouvert les stades, on est en train de voir pour les sports collectifs, mais là, on me le reproche et les gens veulent aller plus vite. Bon, je pense que le président a bien compris aussi, pour ça il a fait des annonces un peu en avant de la date prévue. Il a bien compris qu'il fallait accélérer les choses parce que ça allait mieux chez nous, mais comme ça a été prévu aussi, il y a un plan de reconfinement, c'était nécessaire. Personne ne souhaite y aller, mais pour éviter le reconfinement, il faut déconfiner en progressivité, je pense que c'est le terme, et pas à pas chaque jour. Donc c'est cette pédagogie-là, expliquer pourquoi, expliquer, je prends un exemple moins rigolo, mais les deuils qui ont été très cruels parce que peu de gens pouvaient y assister. J'ai malheureusement moi, perdu un ami pendant cette crise, donc je l'ai vécu aussi indirectement, ou directement plutôt. C'était très douloureux pour les familles proches, très limitées. Donc vous voyez, on a fait une action... on a créé un arbre virtuel pour que les gens puissent exprimer voilà leurs souhaits, leurs condoléances, dire le mot qu'ils n'ont pas pu dire physiquement. Voilà, c'est ça aussi, être attentif à la population et être finalement en correspondance avec ce qui est attendu. On a à un moment de crise, on avait ouvert nos cimetières aux fleuristes pour qu'au moins les fleuristes aillent poser des commandes au nom de la personne qui ne pouvait pas y aller. Voilà, donc je prends des choses plus légères, des choses plus graves. Ben, c'est le rôle d'un maire, c'est de gérer des petites choses, des grosses choses, des choses graves, des choses plus sympathiques et essayer de le faire avec le bon curseur. Donc je pense qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Il faut aussi avoir un peu de flair et de feeling, j'imagine, pour être au plus près des attentes de sa population, crise ou pas crise. Alors justement, en termes de feeling, ça va me permettre de prendre une question. Quels enseignements est-ce que vous tirez de cette crise? Qu'est-ce que cela a changé finalement dans votre vision du mandat de maire? Déjà que j'ai eu un rôle de président d'hôpital que je pensais pas avoir à ce point-là, et finalement, en toute limite de mes connaissances médicales, mais j'étais pas tendu là-dessus, mais en tout cas de coordination, médecine de ville. Vous voyez, dans mon programme municipal, j'avais bien demandé à mon adjoint à la santé de recréer ce que j'avais un peu fait, mais qui n'était pas perduré, qui était vraiment cette liaison publique-privée. Parce que il y a trop de concurrence, chacun se prend un médecin à l'hôpital, à la clinique, etc. Là, on a vraiment travaillé tous ensemble, la clinique a mis ses matériels à disposition de l'hôpital, ça faut le garder. Faut absolument le garder. À l'heure où on est parfois dans des difficultés de trouver du personnel médical, faut le garder. Et ça, du coup, je pense que là-dessus, j'avais un peu de flair, même si c'est pas d'une originalité absolue, mais ça, faut le continuer. Après, ça a été aussi d'être capable. Vous savez, on dit qu'on voit les qualités des gens quand ils sont dans la difficulté. Je l'ai pas été le plus parce que moi, j'ai pas attrapé évidemment cette maladie. En tout cas, je ne le sais pas, mais j'ai pas été en difficulté à ce titre-là. Mais je l'ai été en démultipliant les responsabilités parce que quand vous êtes maire, vous êtes viscéralement attaché à votre ville et à vos habitants, donc vous voulez peut-être un peu de façon excessive les protéger en vous disant faut pas qu'il y ait de cas, il y en a eu un peu, mais voilà, vous avez cette obsession et donc vous vivez Covid, vous dormez Covid, vous respirez Covid et donc ça a été un rôle vraiment de coordination et vraiment je dois le dire en tout cas, je sais que ça a peut-être moins marché dans certains territoires, mais vraiment main dans la main avec l'État, avec la préfète, toutes les décisions on les a prises en commun, on les a débattues mais souvent pas longuement parce qu'on était sur la même longueur d'onde et ça c'était vraiment primordial parce que si vous souhaitez faire des choses et que l'État bloque, on n'avance pas et puis si l'État vous demande de faire puis vous vous tirez les pieds, ça ne se fera pas non plus très facilement. Donc vraiment un rôle de discussion, malgré tout de renouer le dialogue avec l'ARS qui était faible au départ, on a réussi à le relancer de façon plus forte. On n'a pas parlé des dépistages mais on a mis en place aussi des dépistages dans notre centre de santé qu'on venait d'inaugurer il n'y a pas très longtemps, dans les mairies de proximité. Il y a peu de gens qui le font face aux volontaires, c'est peut-être dommage, mais au moins on a proposé cette offre de dépistage gratuite. Et donc voilà, je pense que l'enseignement c'est d'abord d'être humble parce qu'on ne sait pas tout et on a tous été démunis par rapport à quelque chose de nouveau. Et puis après, c'est d'être déterminé dans votre rôle d'élu, qui est de protéger, qui est de répondre aux questions, qui est d'expliquer, expliquer y compris à ceux qui râlent, à ceux qui n'ont pas compris au début, mais c'est normal, c'est une situation inédite. Donc voilà, un rôle vraiment de relais et puis de prise de décision. Un maire, il prend des décisions, je l'ai dit tout à l'heure, tous les jours. Évidemment, des décisions parfois dans des domaines où on était moins attendu, mais la protection sanitaire, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'était quelque chose d'essentiel et qu'on pouvait remettre en cause toute une vie sociale, une vie économique du jour au lendemain. Et je pense que les maires, si on n'a pas été en première ligne par rapport aux soignants, bien évidemment, je ne fais pas cette comparaison, mais on a quand même été très actifs
pour protéger nos agents, pour garantir les services publics. Et je pense que si vraiment les gens avaient vu qu'il n'y avait plus de services publics, ils auraient vu qu'il y avait un monde qui s'écroulait encore plus que c'était le cas. Donc ça, j'en suis fier quelque part, mais je suis fier pour les agents qui l'ont porté, d'avoir pu à la fois confiner, à la fois pu fonctionner pour les collectivités et avoir pu répondre, je pense, à la plupart des attentes de nos concitoyens. Donc voilà, plus que jamais un rôle d'écoute, plus que jamais un rôle d'attention, plus que jamais un rôle de pédagogie, et puis plus que jamais un rôle d'anticipation raisonnable, à la fois en matière de stock, à la fois en matière d'offres de santé sur son territoire, et puis j'ai eu la chance d'être très en lien avec le gouvernement, le président, des ministres, et je sais que ce dialogue a été constant aussi avec les associations d'élus, dont je fais partie notamment pour Ville-de-France. Donc ça nous a permis d'être souvent dans l'anticipation et de pas attendre le jour où ça a évolué pour se mettre dessus. On s'y était mis avant et on pouvait être prêt le jour J. Donc je pense que c'est à peu près les leçons qu'on peut en tirer. Puis après, encourager ces solidarités, laisser sa place à chacun. Vous voyez, j'ai prévu de créer un conseil intergénérationnel plutôt que faire un conseil de sages et un conseil national de la jeunesse, c'est de réunir tout le monde. Et finalement, tout le monde a été dans les mêmes difficultés avec plus ou moins de risques. C'est de le faire dans la gestion quotidienne d'une ville, associer des populations différentes. Et je suis ravi aussi que des jeunes soient occupés des seniors. Parfois, on a plus ses grands-parents. Parfois, on n'y pense pas. Là, ils ont pris le temps de s'occuper des plus anciens et de voir que chacun comptait dans une ville. Merci beaucoup. Ça donne beaucoup d'espoir et ça fait énormément plaisir à entendre. Question beaucoup plus pratico-pratique. Vous avez mentionné une appli, notamment pour les trajets et les bus et les transports collectifs. Simplement, je crois que quelques participants n'ont pas eu le temps de la noter. Est-ce que vous pouvez nous rappeler Oui, alors c'est la société Netlift, Netlift, qui est une société québécoise qui est implantée en France et qui cherche justement à se développer sur notre territoire. Je vous l'ai dit, dans le domaine du transport sanitaire, mais aujourd'hui avec la crise, on l'a utilisé sur le domaine alimentaire, de livraison, et aujourd'hui sur le domaine du transport scolaire qu'on est en train de tester à grande échelle actuellement. Donc n'hésitez pas à la contacter ou à me contacter. Peut-être que vous mettrez mes coordonnées, il n'y a pas de souci, et je répondrai en donnant des indications plus précises. Mais c'est vraiment, je pense, une application et un algorithme très intéressant pour développer le covoiturage, parce que par exemple, quand vous avez une entreprise de 500 salariés, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui pourraient y aller ensemble ou repartir ensemble, ils ne le font pas. Donc c'est limité dans certaines villes les embouteillages, la pollution, c'est moins prégnant à Nevers, mais en tout cas ça peut l'être dans d'autres villes et c'est vraiment applicable à des communes quelle que soit leur taille. Donc je serais ravi d'en faire la promotion. L'élan est lancé. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin, et puis on mettra vos coordonnées si vous le souhaitez. Je suis pas sûre qu'il y ait d'autres questions. Ça fait presque 1 heure que vous êtes avec nous, Denis. Je voulais simplement du coup conclure et vous remercier encore une fois parce que je sais votre agenda chargé, particulièrement aujourd'hui avec la nouvelle désignation du CCAS et puis tous les projets que vous avez à côté, notamment sur le Ségur. Et on sait que l'actualité est dense, donc un grand merci pour à la fois l'exhaustivité de vos réponses, la précision de celle-ci également, et puis on voit que vous avez fait ça avec passion et c'est vraiment encourageant, je pense, à la fois pour nous et à la fois pour l'ensemble des élus qui sont avec nous. Donc un grand merci d'avoir été présent. C'est moi, Chloé, et je pense que la passion c'est un virus par contre dont il ne faut pas se débarrasser. Exactement. Je suis vraiment d'accord. Donc un grand merci. Je vous souhaite une très belle soirée. Je sais que certains sont encore en campagne électorale, alors je vous souhaite un bon courage pour cette dernière ligne droite, puisque les élections sont dimanche. Les élections communautaires vont arriver du coup dans la foulée. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la prochaine conférence sur la transition écologique, encore un sujet qui est beaucoup traité et qui est d'actualité, notamment avec la remise des 150 propositions de la Convention citoyenne. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, bonne soirée à tous.